La première question, ça va être, parle-moi un peu par rapport à toi. C'est qui Francis? Ben moi, je te dirais que je suis une personne intense. Quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Quand que j'ai une idée en tête, je vais prendre le temps de réfléchir à est-ce que je peux mener cette idée-là à terme? Puis si la réponse est oui, je fonce. Je prends pas beaucoup de temps pour réfléchir plus longuement. Je prends le temps de me dire est-ce que je pense que ça peut se faire? Puis si je pense que ça peut se faire puis que ça peut avoir un bénéfice, je vais plonger. Je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, ça a été quand que j'ai décidé de contacter Investissement Québec pour faire financer un projet que j'avais en tête. Je pensais que ça pouvait se faire, mais je savais pas nécessairement comment. Puis finalement, ils ont financé 100% du projet. Ça m'a fait passer de une pompe à béton à 4 pompes à béton en l'espace d'un an. Ça m'a permis de quadrupler mon effectif au niveau de mon offre de service de pompe à béton. C'est clair que ce genre d'initiative-là, c'est le genre de situation dans laquelle j'ai l'habitude de me placer. J'aime avoir une croissance, j'aime les choses qui vont vite, mais j'aime les choses qui sont alignées. Il n'y a rien que j'aime moins qu'avoir l'impression de courir en sprint avec les yeux fermés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent de cette façon-là. Là. On plonge tête première, on réfléchit pas trop, puis on y va. Je te dirais que Francis, c'est le gars au 1001 projets en même temps. Là. Je faisais mon bac en enseignement, puis je drivais ma première business de formation secouriste. Après, quand j'ai décidé de faire ma maîtrise, je pouvais pas juste faire ma maîtrise. J'ai enseigné en faisant ma maîtrise au bout d'une année d'enseignement parce que je trouvais que c'était un sacrilège d'avoir fait 4 ans d'études pour ne jamais enseigner. Là. J'ai enseigné 1 an à 40% de tâches parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des postes en enseignement à profusion comme c'est le cas aujourd'hui. Là, je me ramassais à faire ma maîtrise, une job à 40% de tâches. On parle d'une job de 15-20 heures d'enseignement par semaine, là, ça me laissait beaucoup de temps. Le soir, je travaillais sur la construction, je faisais de la réparation sur le pont Victoria. De jour, j'étais prof, de soir, j'étais sur la construction, puis à quelque part entre les deux, j'étudiais puis je finissais ma maîtrise en administration des affaires. En fait, c'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer en affaires pour la première fois? En fait, c'est vraiment, encore une fois, moi, j'ai vraiment toujours fonctionné par opportunité. Ma famille vient de loin. Je viens d'une famille d'entrepreneurs qui ont réussi à devenir prospères, mais qui ont parti vraiment de rien. Moi, j'ai été habitué à grinder. J'ai été éduqué de cette façon-là. C'est hard work pays off. Tu travailles, puis si tu le fais de façon intelligente, de façon authentique, de façon intègre, le succès va venir à toi. C'est tout le temps, quand je fais de quoi, je le fais pas à moitié, je le fais bien. Les gens réalisent que c'est bien fait, ils veulent me donner, ils veulent me confier. Puis ça a été toujours d'opportunité en opportunité. Je me suis fait offrir des actions dans une entreprise. On m'a dit, je vais acheter une compagnie de coffrage. Tu veux-tu venir gérer ça? Je te donne un certain pourcentage en échange de vraiment prendre en charge la compagnie. Puis moi, ma question, c'était, c'est quoi le coffrage? Il a fallu que j'aille googler, savoir c'est quoi le coffrage. Je m'en allais gérer une compagnie de coffrage sans savoir c'était quoi du coffrage. On m'aurait offert des actions d'une compagnie de laitière achat. J'aurais fait les mêmes recherches, puis j'aurais structuré la business d'une certaine façon. Mais c'est pas nécessairement les opérations de l'entreprise qui font du dirigeant. C'est le dirigeant qui peut diriger les opérations. Mais les opérations, ils doivent pas être faites par le dirigeant. Même si moi, je n'étais pas capable de mettre mon sac à clous puis d'aller faire du coffrage, j'avais une équipe qui était capable de le faire. Si on peut aller plus en détail, c'était quoi ta mentalité par rapport à ces processus-là? T'as-tu trouvé comme des obstacles qui ont fait en sorte que tu t'es dit, crime, c'est plus tough que je pensais? Ouais. Est-ce que c'était quoi des moments qui ont fait en sorte que tu te dises, comme c'est peut-être pas fait pour moi, mais après ça, t'as été capable de quand même surmonter? Je te dirais que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment relié à la confiance en soi. Quand que tu te lances dans quelque chose de nouveau, qu'il faut que tu développes une nouvelle compétence, tu te places dans une position un peu comme un enfant qui devient adulte. Tu te places au début, tu apprends, tu te développes et tu deviens bon. Quand que tu te places dans une nouvelle position, tu te places toujours dans une position où ta confiance diminue parce que tu te sens moins compétent. Tu n'es pas incompétent, tu es juste moins compétent dans cette sphère-là. Puis c'est inconfortable, surtout quand tu es une personne compétente dans une place que tu te sens compétent, de te changer dans une place où tu es incompétent pour te développer. Ça peut manquer de naturel. On a un attrait moins grand
On se placer dans des positions où ce qu'on est moins bon. C'est en se plaçant dans des positions qu'on est moins bon qu'on vient se créer une profondeur. Puis avec du recul, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas vieux, là, je vais avoir 35 ans, là, j'ai l'impression d'avoir 55 ans de carrière. Mais c'est parce que j'ai fait plein de choses. Je me suis constamment positionné dans des positions où c'est nouveau, mais c'est pas grave, on va apprendre. C'est nouveau, c'est pas grave, on va apprendre. Puis en faisant ça, mais c'est là que j'ai bâti mon expérience. C'est là que j'ai bâti mon unicité. C'est là que je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. J'aurais pu peut-être être un spécialiste d'une chose en particulier, mais avoir moins d'expérience connexe. Est-ce que c'est moins bon? Ben non, pas du tout. Mais l'important, je pense que quand on est entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de l'adversité, de foncer. Puis quand on est moins bon dans quelque chose, c'est juste de s'entourer des personnes qui sont capables de pallier à cette faiblesse-là. Moi, ça a tout le temps été ça. Quand j'ai commencé à driver la compagnie de coffrage, j'avais des gens incroyables autour de moi. Mes clients, ils venaient me voir, dire « Wow, la qualité est bonne, la qualité est bonne. » Pas moi. C'est pas moi, c'est mon équipe. L'équipe est vraiment importante. Puis comment t'as fait pour attirer ces types de personnes-là autour de toi? Moi, je pense que le succès attire le succès. Quand que tu démontres un désir d'amélioration, ça crée une motivation. Moi, je suis quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Puis, je suis un gars qui voulait de la croissance. Comment qu'on fait pour avoir une croissance? Mais c'est en faisant tout mieux que les autres. Fait que je me suis dit, OK, ben les autres, ils ont des pompes à béton. Non, on va racheter des pompes à béton. Ah, les autres, ils ont des vieux panneaux de coffrage. On va acheter des panneaux de coffrage de meilleure qualité. Ça va donner des solages d'une plus grande qualité. Les clients, ils vont être plus attirés par ça. Les gars, ils vont travailler avec des outils de travail qui sont mieux que la compétition. Fait que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que quelqu'un qui se fait demander par un compétiteur de s'en aller va s'en aller? Ben non, il y a tout. On est tous bien, on a des bons clients, on a une bonne équipe, on a des bons outils, on a des bons investisseurs, on a tout de bon. Je pense qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il y a une expression qui dit ça. Quand on met tout en place pour le succès attire le succès. T'as-tu un moment où on parle tantôt des problèmes que tu as vécu? À part les syndromes de l'imposteur, t'en as-tu un autre qui a fait en sorte que... Ouais, moi je pense que la pire erreur que j'ai faite, c'était justement parce que je ne connaissais pas ce domaine-là, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Fait que quand il y avait des choses à faire, je vais le faire. Je vais le faire. Fait que là, je me suis ramassé à avoir plein de choses à faire, pas avoir le temps de faire les choses que je devais faire. Il y a des choses que je devais faire que je n'avais pas le temps de faire. Puis je pense que le meilleur exemple, c'était après la COVID, ça a eu des impacts majeurs. Là. Il y a des industries comme la restauration qui ont souffert. La construction, ça l'a augmenté. Moi, j'étais à la bonne place au bon moment. Sauf que ça l'a amené aussi l'augmentation des matériaux. Le prix du bois, à ce moment-là, avait augmenté. Un 2 par 4 que je payais 2 piastres, il était rendu quasiment à 5. Mais moi, j'étais tellement pris dans mes tâches que la tâche de magasiner, puis d'évaluer, puis d'ajuster mes coûts, c'était un retardement. Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Je dirais que ses états financiers. Les revenus qui augmentaient là, à la vitesse normale, mais les coûts, eux autres, ils ont augmenté beaucoup plus vite. Fait que ça a baissé la marge de profit. La compagnie en a souffert à ce moment-là. Puis pourquoi? C'est moi. C'est moi qui n'avais pas pris le temps de faire des tâches stratégiques, de mettre en place un système autonome pour magasiner les prix, pour évaluer, pour adapter. Puis j'avais pas le temps le système était inexistant, puis j'avais pas le temps de le créer même. Tu sais, j'étais pris dans d'autres responsabilités. Il y a eu en particulier un moment qui t'a quand même réveillé pas mal. C'est la vie qui a décidé de te donner une claque d'en face. Puis c'était quoi cet événement-là? Ben en fait, quand j'ai fait une mort subite en 2019 à la ligne d'arrivée d'une course, en ce moment-là, ça a été, selon moi, l'événement le plus marquant de ma vie, là. Mais c'est pas là que les réflexions y ont embarqué. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la maturité émotionnelle de me remettre en question. Parce que je croyais faire tout ce que je devais faire. Tu sais, j'ai tout le temps été dans cette mentalité-là. Il faut tout faire, on le fait, on avance, on se questionne pas. Fatigue, pas fatigue, c'est pas grave ça. Tu sais, j'ai fait 17 ans d'arts martiaux à me faire frapper dessus comme un malade, à avoir mal, mais pas le montrer. Là. C'est de même que j'ai grandi là, tout le temps. Fait que ça soit
dans ma jeunesse avec le sport ou professionnellement, moi, c'était go get it. On fonce, c'est pas grave, là, la fatigue, tu te reposeras plus tard. Hein. Mais ça, cette mort-là, ça m'a amené à me poser des questions. Je pense que ça a ouvert mes yeux sur la problématique qui était que faut que j'écoute mon corps. Mon corps m'envoie un signal, clairement, que c'est trop. La pression est trop élevée, mais je savais pas comment l'enlever, cette pression-là. Puis quand que j'ai commencé à me dire « Hey, je sais pas comment trouver une solution, je me sens pris », c'est là que la dépression elle a suivi quelques années plus tard. Puis c'est à ce moment-là que là, les vraies réflexions y ont commencé. J'ai fait de la thérapie, j'ai rencontré des gens, j'ai verbalisé, j'ai appris à comprendre, à identifier le problème. Et je ne vois pas comment j'aurais pu, avec mes peu de jobs à temps plein, trouver des solutions. Fait que là, c'est là que j'ai décidé que c'était fini, qu'il fallait passer à autre chose. Puis quand que j'ai décidé ça, ben, je me retrouvais dans une position où j'avais un chèque dans les mains, j'avais tout le temps du monde, encore avec de la drive, puis elle me disait, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis dit, je vais essayer de régler la problématique. Si je suis capable de trouver une solution au problème qui était pour moi, je dois clairement pas être le seul dans cette position-là. Puis là, j'ai commencé à réfléchir mais comment j'aurais pu structurer ma business puis avoir plus de temps? Il aurait fallu certains outils, il aurait fallu certaines compétences, il aurait fallu certaines personnes avec un profil particulier. Okay, comment qu'on fait pour tout mettre ça en place? Fait que moi, j'ai développé une structure que j'ai appliquée sur moi-même, parce que je me ramassais plus de business, sont vendus. J'en voulais d'autres. Hein. J'ai encore des entreprises, puis je vais en avoir d'autres aussi dans le futur. Hein. Je suis un entrepreneur reste un entrepreneur. Mais je voulais absolument avoir cette même croissance que j'avais, mais en étant remplaçable dans ma business. Que mes business soient capables d'évoluer sans moi. Si moi, je m'implique dans l'entreprise parce que je le veux, parce que j'ai le temps, et non parce que je suis obligé. Parce que si je le fais pas, mes finances vont être impactées, que des employés vont partir, et des clients vont partir. Je ne voulais plus de cette pression-là. Cette pression-là est devenue insupportable pour moi. Là, parle-moi un peu par rapport à, tu sais, comme tu as trouvé le problème dans l'industrie, c'est quoi tes prochains plans? Je te dirais que mon prochain plan, c'est de bâtir une entreprise modèle. Tout simplement. Pas modèle pour impressionner les autres. C'est un modèle qui me correspond à moi, mais qui peut inspirer les autres. Je crois sincèrement qu'avec la structure adéquate, avec les bons outils, on est capable de bâtir une entreprise qui travaille pour nous. Oui, elle va avoir besoin de notre amour. Au même titre qu'un enfant a besoin de son parent. Mais est-ce que le parent doit tout faire pour l'enfant? Eh non. L'enfant a ses responsabilités, doit grandir et doit faire des choses par elle-même. L'entreprise, c'est la même chose. On peut comparer l'entreprise à un enfant. On lui donne les choses qu'elle a besoin, on lui donne le support nécessaire, il faut la laisser grandir. C'est quoi Hustle Up? Hustle Up, c'est un service d'accompagnement pour entrepreneurs. Tu te sens pris, tu te sens comme je me sentais, là, dépourvu, à bout de ressources. Tu es victime de ton succès. Tout va bien là, en apparence. Là, les gens dans ton entourage sont « Wow, il a réussi, le gars! » Toi, pendant ce temps-là, tu as l'impression d'avoir une corde au cou. En apparence, ça va bien, mais ça va pas bien. Quand que je me suis dit, en étant une ressource pour ces personnes-là, qui viennent avec l'objectif d'effectuer un changement dans leur vie, parce que moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Là. Je suis là pour aider les gens à se structurer, à leur donner les bons outils, à les aider à trouver le chemin le plus rapide pour mener à terme leur objectif. Moi, j'ai pour dire qu'il n'y a pas un objectif trop élevé. Il y a juste des plans d'action inadéquats. Un bon exemple que je pourrais te donner, c'est mon objectif de traverser l'Atlantique en voilier. J'ai jamais fait de voile. Je veux traverser l'Atlantique en 18 mois. Là. C'est un objectif ambitieux, c'est dangereux, ça peut être gros. Effectivement, ça peut être vraiment dangereux si mon plan d'action y est inadéquat. Si le plan d'action, il l'est, c'est structuré, puis toutes les étapes sont là, un projet va se réaliser. Même affaire. Si tu veux te sortir de ta prison, puis tu veux développer une entreprise, il y a un plan d'action qui existe. Est-ce que tu es prêt à le faire, par contre? C'est pas un petit plan d'action qui va te donner des grands résultats. Quand on veut un résultat, puis qu'on fait les bonnes actions, oui, il y a un risque que le résultat ne vienne pas. Ça, c'est le risque d'être en affaires. Le projet voilier, j'en fais mention juste pour
expliquer l'importance d'avoir des objectifs ambitieux, puis de faire des actions concrètes pour mener à terme des objectifs ambitieux. Un objectif ambitieux, là, ça peut être personnel, ça peut être physique, ça peut être professionnel. L'important, c'est de développer la compétence de mener à terme un plan d'action, de le créer, puis de le mener à terme. Parce que des fois, les idées, là, 10 bonnes idées, ça a moins de poids qu'une bonne action. Une bonne action peut te faire avancer. 10 bonnes idées, tu restes sur place. Fait que le projet Voilier, j'en parle là, mais vous allez le revoir dans 18 mois quand je vais arriver avec les faits accomplis, avec toute l'histoire, tout le travail d'arrière-scène qui a mené à terme. Je vous montrerai pas nécessairement le chemin qui me rend là. Ça sera pas dans le but de show-off. Ça va plus être dans le but d'inspirer, de dire « OK, ce gars-là, il n'y a pas juste des babines, il y a des bottines. Il est capable de mener à terme. S'il est capable, ben, il peut probablement m'aider. J'ai la prétention de dire que je peux aider des entrepreneurs à mener à terme leur objectif.